tous. Ce que je retiens de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est que la prise de risque, c'est un levier de croissance pour les entreprises et que cette prise de risque, elle ne doit pas être à l'arrêt pendant une période de crise, mais qu'au contraire, elle doit être amplifiée. Alors, comme l'a dit Benjamin, on va avoir cinq entrepreneurs qui, justement, n'ont pas eu peur de prendre des risques et d'entreprendre. Et j'ai à mes côtés Raphaël Torgman, fondatrice de Géto. Raphaël, bonjour. Bonjour. Donc, Raphaël, vous avez fait le choix de la médecine dans votre parcours professionnel jusqu'au point de l'investir. Et avant de créer Géto, vous étiez associée et co-dirigeante de Sofinova. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé votre parcours et puis comment s'est passée la création de Géto? Alors tout d'abord, ravie d'être là. La médecine s'est effectivement transformée en investissement et je voudrais dire que la médecine, c'est le driver principal puisqu'on peut servir le patient et en même temps, en faisant de l'investissement, servir nos investissements et nos investisseurs et faire du retour sur investissement. Donc, en tant que driver principal, comment investir dans la santé? J'ai d'abord effectivement grandi et appris le métier d'investissement chez Sofinova et j'ai pendant ces années eu la chance d'investir dans des sociétés qui aujourd'hui valent plusieurs milliards en termes de capitalisation, mais aussi ont apporté plusieurs produits sur le marché et en développement clinique tardif pour le patient dans différentes pathologies assez graves. Et j'ai fait plusieurs diagnostics pendant ces années chez Sofinova. Diagnostics qui sont les suivants. Le premier, c'est quelque chose qui est assez évident en Europe, mais que je voudrais insister dessus, c'est suffisamment d'argent pour des sociétés qui sont ambitieuses pour développer plusieurs produits et aussi suffisamment d'argent, et ça c'est une des différenciations de Géto, qui est d'investir en continuité, c'est-à-dire au lieu d'avoir un modèle en silo, c'est-à-dire un fonds early stage venture, late stage, crossover et puis hedge fund, en parlant bien franglais, avoir une continuité dans l'investissement. Et pourquoi? Pour pouvoir mettre tout d'argent tout du long et accompagner les entrepreneurs. Les accompagner à la fois, donc je me suis rendu compte dans les diagnostics, donc avec l'argent pour permettre d'avoir la même stratégie, en tout cas d'avoir une stratégie directrice aux côtés desquels nous sommes en alignement, mais aussi le manque d'accompagnement en termes de ressources humaines. Donc pas assez de ressources d'argent en continuité, mais aussi de ressources humaines. Et c'est pour ça qu'une autre différenciation de Géto, c'est d'avoir une équipe qui est multitalentueuse, venant de tout l'écosystème et de toute la chaîne de valeur dans la santé et dans l'innovation médicale, équipe qui est intégrée dans l'équipe d'investissement. Donc pas juste des consultants qui aident les entreprises de temps en temps, c'est vraiment équipe qui est intégrée. Et aussi une autre différence, c'est de travailler pour servir l'entrepreneur. Il faut travailler de façon collaborative, vraiment avoir une équipe et non pas un partenaire par deal qui fait qu'on sert encore mieux l'entrepreneur et l'entreprise de notre portefeuille. D'accord, donc finalement, vous incarnez un nouveau mode de fonctionnement des fonds d'investissement qui se transforment, y compris dans leur dimension managériale. Est-ce qu'on peut dire finalement que le Covid vous a aidé, a été un accélérateur de croissance? Alors, le Covid, en fait, nous a aidés et en même temps, on a eu chaud, si je puis dire, puisqu'on a closé, premier closing du fonds donc, de 200 millions d'euros et avec BPI France à nos côtés depuis le début, même en termes de brainstorming sur ce nouveau modèle a été clé. Et on a closé le 30 décembre 2019 au soir. Le 31 décembre 2019, l'OMS annonçait des pneumopathies virales d'origine inconnue. Donc, on a vraiment eu la chance de closer, je pense, juste avant le Covid, surtout comme premier fonds. Par contre, après, en termes de levée de fonds, ça continue de se faire, mais surtout en termes d'investissement, on a vu que notre modèle qui était d'accompagner ces entreprises avec une équipe qui est vraiment qui amène cette sophistication nécessaire pour développer des médicaments innovants était encore plus nécessaire dans cette crise Covid, parce que les entreprises qui développent des médicaments, elles font des essais cliniques et ces essais cliniques ont été ralentis parce que tout le monde est focalisé sur le Covid et trouver un traitement et un vaccin. Et donc, les règles sont en train de changer au niveau réglementaire, la FDA, l'Agence européenne et bien d'autres aspects, la production de médicaments. Et donc, nous, avec cette équipe, on les aide à naviguer dans cette sophistication qui est encore plus compliquée qu'avant. D'accord. Donc finalement, quel est le bilan que vous faites de cette année 2020 et comment vous vous projetez sur 2021? Quelles sont les perspectives? Alors, avant de parler des perspectives, je voudrais revenir sur l'entrepreneur. Parce que vous avez parlé, vous avez présenté comme entrepreneur. J'avais été frappée en 2013 à la rencontre de BPI qui naissait, et en particulier avec Nicolas Dufour, qui parlait toujours d'entrepreneurs en parlant de nous, investisseurs. J'ai dit, mais pourquoi il parle d'entrepreneurs? On n'est pas des entrepreneurs. En fin de compte, on doit être entrepreneur et c'est ce qu'on essaie de faire avec Géto. Et on doit même considérer nos sociétés du
portefeuille, vraiment, et travailler avec elles et faire ce qu'on leur demande de faire en termes de transparence, en termes de collaboration et de travailler dans un écosystème. On doit se l'appliquer à nous-mêmes et pareil avec nos LP, d'ailleurs, que j'ai du plaisir toujours à appeler non pas limited partner, mais unlimited partner. Donc, je voulais revenir là-dessus parce que je suis heureuse et même fière d'être à la fois aujourd'hui considérée comme entrepreneur qui peut encore mieux évidemment comprendre nos entreprises. Donc les perspectives, c'est de travailler sur les 3 fonds qui sont importants. Ce que j'ai pas dit, ce qui est très important en plus de la croissance des sociétés avec ce modèle de continuité en investissement, c'est aussi de l'accélération. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui. L'accélération est fondamentale parce que encore plus dans le domaine de la biotech biopharma, puisque la valeur d'un médicament ou d'un futur médicament dans ces sociétés dans lesquelles on investit est liée à la durée d'un brevet. Et donc c'est une valeur existante. Et même si c'est des sociétés qui peuvent valoriser plusieurs milliards, même sans vente encore une boîte de médicaments, c'est sur la valeur de brevet. Et ces brevets, ils ont 20 ans. Donc il faut aller au plus vite au marché, à la fois pour le patient, à la fois pour avoir des retours sur investissement plus rapidement. Donc effectivement, aller accélérer, aller vite pour investir, mais aussi pour faire croître ces sociétés et espérons des Genentech de demain en France et en Europe. Donc c'est ça nos objectifs. Pour 2021, c'est continuer sur les 3 fronts qui sont très importants pour nous, continuer de grandir l'équipe parce qu'on a été 7 fondateurs depuis le début et on a évidemment agrandi l'équipe. Aujourd'hui, on est très fiers d'être 14. Également sur les deals, bien sûr, nous avons réalisé 2 investissements et un 3e qui va bientôt être annoncé. Et puis, bien sûr, le fundraising qui continue avec des LP qui sont à l'écoute encore plus maintenant, évidemment, avec la crise sanitaire et qui se rendent compte de l'importance de la santé. Et on l'a bien entendu aujourd'hui, que c'est quand même ce qui apporte, on l'a entendu dans la présentation de BPI, mais aussi par cette LP de Chine, c'est que la santé et la biotech, c'est là où on peut avoir de très gros retours sur investissement. Et ce ne sont pas des bulles, c'est des vrais futurs médicaments pour le patient. D'accord. Donc finalement, si on résume, ce qui singularise G2 par rapport aux différents acteurs du marché, il y a une forme de collectif, je crois, qui est très important pour vous. Alors, tout à fait collectif avec cette façon donc collaborative de travailler. Alors pourquoi c'est important ? Bon, d'abord, moi c'est comme ça que j'ai été élevée à l'hôpital, c'est tout pour le patient et il faut travailler en équipe parce que c'est comme ça qu'on donne le meilleur, même si évidemment il y a un médecin référent et ici aussi il y a une deal team avec un champion. Donc c'est vraiment pour apporter le maximum. Mais aussi, au-delà d'être heureux et d'apporter le maximum, ce qui est important c'est la diversité. Diversité, alors on est beaucoup de femmes, même plus que d'hommes, mais aussi diversité en termes de compétences. Et c'est comme ça que le modèle G2 est bâti, cette équipe multitalentueuse. Et dans la diversité, ce qui est très important, c'est aussi d'être inclusif. Parce que c'est tellement facile de travailler avec des gens qui nous ressemblent. Mais c'est être inclusif pour de nouveau servir l'entrepreneur et bien sûr nos investisseurs. Écoutez, Raphaël, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors on va continuer, donc on va accueillir maintenant une femme donc, qui a occupé les hautes fonctions de l'État et qui à un moment donné a décidé de tout lâcher pour se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat. Fleur, bonjour, je vous passe la main. Oui, bonjour à tous et merci vraiment beaucoup à BPI. Cet événement a été repoussé plusieurs fois. Depuis le début, j'avais vraiment souhaité y participer. Merci de m'avoir donné l'occasion de venir m'exprimer devant vous. Donc effectivement, moi j'ai un parcours qui est un peu original. Je n'ai pas vraiment tout lâché et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a une forme de continuité finalement dans mon parcours. Mais je vais me prêter à un exercice que j'aime pas trop en général, qui est de parler de moi, parce que finalement, je pense que cette aventure entrepreneuriale est intéressante et si elle peut donner des idées à d'autres entrepreneurs, eh bien, je serais ravie de pouvoir être une source d'idées ou même d'inspiration, soyons immodestes. Donc moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je crois que c'est entreprendre quel que soit le contexte. Donc mon contexte, lorsque j'ai créé mon entreprise, quel était-il ? J'étais une femme avec un parcours de haut fonctionnaire, Cour des comptes. Je sortais d'une expérience gouvernementale qui avait été absolument passionnante, mais aussi éreintante. Donc j'étais vraiment lessivée par cette période.
J'avais eu dans mon enfance la vision d'un père qui avait créé son entreprise en 87 et qui s'était pris le mur de la crise. Et j'avais des souvenirs, alors qu'il était chargé de famille et que ma mère ne travaillait pas, qui était donc la seule source de revenus de la famille. J'avais le souvenir de lui revenant de rendez-vous à la banque où ça s'était mal passé. Et donc des images plutôt anxiogènes de la création d'entreprise qui ne m'avaient pas forcément donné un immense goût du risque pour moi-même. Et puis j'avais 43 ans à l'époque, donc à la fois jeune, enfin je trouve que c'est jeune, mais enfin c'est pas si jeune que ça. Aujourd'hui je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont la vingtaine et donc bon, c'est un milieu de carrière on va dire, donc pas forcément les meilleurs ingrédients pour commencer une carrière entrepreneuriale. Et puis finalement, comment se sont passées les choses? Donc comme toujours dans la vie, c'est à la fois des rencontres, de la chance, des hasards, des alignements de planètes. Donc pour moi, comment ça s'est passé? D'abord, j'ai eu une sorte d'inception, je ne sais pas comment on peut dire, de quelqu'un a planté la graine de cette idée de faire du venture capital que je n'avais absolument jamais eu en tête. Et c'est un grand patron français, c'est Maurice Lévy. Je dis son nom parce qu'en fait, je lui dois finalement beaucoup. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment. C'est Maurice Lévy qui m'a parlé du capital risque, qui m'a dit il y a des équipes, tu pourrais rentrer dans une équipe et puis ça t'irait très bien, etc. Et donc c'est lui qui a planté cette graine dans mon esprit, mais ça restait encore assez théorique à l'époque. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invitée, alors vraiment ça n'avait rien à voir, mais j'ai été invitée en Corée, qui est le pays où je suis née, mais avec lequel je n'avais pas vraiment de lien puisque j'ai été adoptée. Donc un pays que j'avais très peu fréquenté finalement, sauf à l'occasion de quelques visites officielles. J'ai été invitée à inaugurer une exposition. Et donc à l'occasion de cette visite, j'ai pris le temps de rencontrer des gens que j'avais rencontrés précédemment, qui en fait étaient notamment le fondateur de la plus belle success story de l'Internet en Corée. Cette personne, donc Lee Hae-jin, est un entrepreneur absolument visionnaire qui a créé une entreprise qui s'appelle Naver, qui a créé cette entreprise en 99. Au départ, c'était un petit moteur de recherche. Finalement, ce petit moteur de recherche est devenu le moteur de recherche dominant en Corée, sans intervention des institutions ou de l'État, donc vraiment par sa seule pertinence. Et puis qui s'est développé ensuite à la manière d'autres plateformes du même type que je ne citerai pas, mais sur le shopping, sur les news, sur les paiements, etc., la régie publicitaire. Et qui donc a eu une croissance absolument phénoménale qui aujourd'hui fait de cette entreprise et de son groupe une entreprise qui a une valorisation boursière de 40-45 milliards et qui est cotée à Séoul, Tokyo et New York. 40 milliards, 45 milliards en 20 ans. C'est assez remarquable. Et honnêtement, quand j'étais ministre en charge du digital, c'était le type d'aventure entrepreneuriale dont je rêvais pour la France. Et je suis sûre que Nicolas et Benjamin rêvent aussi de ce genre d'aventure entrepreneuriale pour la France et pour l'Europe. Et donc, le fondateur de cette entreprise était un peu obsédé comme moi, parce que bien qu'étant sortie du gouvernement, j'avais encore gardé quelques marottes, était assez obsédé comme moi par deux choses. D'abord, les notions de souveraineté économique et de capacité des écosystèmes autres que l'écosystème américain ou chinois à créer des géants de l'Internet ou des géants de la tech. La capacité des écosystèmes autres que américains et chinois finalement à rentrer dans cette compétition et à aller disputer des parts de marché à ces géants de la tech. Et il était aussi obsédé par probablement une vision un peu innovante du capitalisme. C'est une entreprise, Naver, qui paye ses impôts là où elle fait des profits, qui rémunère les articles de presse quand elle les cite, donc qui a une éthique business qui est un peu différente d'autres acteurs. Donc on se rejoignait un peu sur l'envie de faire croître nos écosystèmes locaux en Asie et en Europe, et on se demandait un peu quelle était la martingale ou le secret pour faire ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait en discutant, mais c'était une conversation vraiment tout à fait non business, en discutant finalement j'ai compris que cet entrepreneur s'intéressait à l'Europe parce qu'il avait vu tout ce qu'on avait fait sur la French Tech, il trouvait qu'il y avait des talents, qu'il y avait des entrepreneurs intéressants, il avait envie de s'acculturer un petit peu à notre écosystème et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une aventure entrepreneuriale qui nous permettra de réaliser notre rêve, c'est-à-dire aider les champions européens et asiatiques à éclore, à grossir. Et peut-être en exploitant des synergies entre nos écosystèmes, entre nos pays, peut-être qu'on aidera ces entrepreneurs à croître davantage et à se faire une place dans la compétition internationale. Donc au départ,
c'est parti de cette ambition qui était quasiment une ambition politique, et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait une forme de continuité, et on s'est dit bon bah bingo, allons-y, et je peux vous assurer que je suis en levée de fonds actuellement, et là c'était la levée de fonds la plus rapide de l'histoire je pense, et je mesure aujourd'hui avec le recul à quel point finalement cet acte de foi de cet entrepreneur coréen, il y a assez peu d'investissements directs étrangers coréens en France finalement, à quel point cet acte de foi dans l'écosystème tech français était en tout point remarquable. Et donc l'aventure est partie comme ça. Moi je suis rentrée, j'ai pris l'avion du retour, j'avais pas d'entreprise, j'avais pas d'associés, j'avais rien, j'avais pas de locaux, j'étais dans ma cuisine, et puis finalement l'aventure est partie comme ça, avec ensuite une formidable équipe qui a pu me rejoindre. Et donc, aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, et je crois que ça rentre pas mal dans l'épure de ces nouvelles équipes qui essayent de proposer une forme de valeur un peu différente ou différenciante, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant, mais je trouve ça formidable qu'il y ait un renouvellement aussi dans les équipes de gestion à Paris. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye donc d'identifier des entreprises françaises en majorité, mais européennes aussi, on est vraiment pan-européens, qui ont un potentiel de champion régional, voire mondial, et on essaye de les aider à se déployer ou à se développer en Asie. Qu'est-ce que ça veut dire, se déployer ou se développer? Ça veut dire trouver des débouchés, trouver des investisseurs, peut-être trouver des technologies, parce que notre partenaire Naver fait énormément de R&D et est prêt à mettre sa technologie au service des entreprises de notre portefeuille pour les aider à croître. Donc on essaie d'identifier des entreprises qui présentent ces caractéristiques, qui ont un intérêt pour l'Asie, qui n'est pas forcément exclusif évidemment d'un développement dans d'autres géographies. Et donc on est très hands-on auprès des entrepreneurs pour les aider à identifier des partenaires ou des clients en Asie. Donc ça c'est l'aspect, la dimension synergie avec l'Asie, qui je crois est assez original, même si Cathay fait la même chose avec la Chine. On est très proche d'ailleurs de Cathay. L'autre chose qu'on a voulu faire, c'est que comme on était une équipe jeune et qu'on avait besoin de se constituer un réseau et qu'on souhaitait vraiment être pan-européen, on a décidé de se créer un réseau européen en investissant aussi dans des fonds, en mettant des petits tickets dans des fonds européens. Et donc, on a souhaité pouvoir faire une toute petite poche de fonds afin de pouvoir accélérer la création de notre réseau. Donc, on avait une stratégie un peu hybride, même si on est des investisseurs directs, qui nous a permis de nous constituer un réseau dans des géographies qu'on connaissait mal, la Scandinavie, les pays de l'Est, les pays nordiques, les pays baltes. Et donc, ça nous a permis très rapidement de devenir vraiment pan-européens. Et puis, la troisième caractéristique qui nous différencie, je crois, par rapport à d'autres fonds, sans jugement de valeur, bien entendu, en toute humilité, c'est qu'on a des profils, du fait du mien déjà, qui sont assez originaux et qui présentent une palette de compétences, du coup, assez diversifiée. L'aspect réglementaire, affaires gouvernementales, relations avec les administrations, étant, je pense, assez intéressant pour un certain nombre d'entreprises qui ont des enjeux réglementaires. J'ai un associé, Antoine, qui est à Londres. On a un bureau à Londres et un bureau à Séoul. Donc à Londres, Antoine, qui était mon camarade en prépa HEC, donc ça ne nous rajeunit pas, mais c'est une histoire très ancienne. Lui a fait beaucoup de banques d'affaires et donc c'est le deal maker. Il est parfait pour négocier les deals, mais aussi réfléchir d'ores et déjà aux options de financement ou de sortie de nos participations. Et puis Paul, qui lui a fait toute sa carrière dans le VC et qui est un entrepreneur de la tech au départ et donc qui, lui, est vraiment très expérimenté dans l'investissement. Donc je crois que nos trois profils se complètent très bien. On vient de recruter un quatrième partenaire qui est lui aussi à Londres et donc qui a également une forte expérience en growth dans un fonds anglais. Donc, voilà ce que nous avons construit jusqu'à présent avec Corelia, et donc nous essayons d'avoir de l'ambition, d'essayer de faire croître cette aventure entrepreneuriale. Je ne sais pas encore exactement si ça prendra la forme d'une plateforme ou si on va essayer de faire croître d'abord nos actifs sous gestion en gardant ce même positionnement. Je suis moi très fière de voir que finalement dans cette génération de fonds, Raphaël parlait de son fonds
à l'instant, il y a aussi plein de femmes, je trouve, qui viennent de créer leur entreprise. Donc, je trouve formidable qu'il y ait ce renouvellement dans les équipes de gestion à Paris. Et moi, ce que je retiens de mon parcours, qui est un peu bizarre, parce que finalement, après un parcours dans la fonction publique, finalement, c'était pas totalement prédestiné à faire ce métier. Ce que je retiens, c'est que il y a un moment où je pense que j'ai eu un peu d'inconscience, peut-être face au pas de côté que j'étais en train d'accomplir. Je l'ai fait à un âge où c'était pas forcément facile de le faire. Je pense qu'il faut, par moment, peut-être se libérer d'un certain nombre d'inhibitions qu'on peut avoir, qui sont acquises ou qui sont liées à des souvenirs d'enfants, à des craintes personnelles. Je suis assez heureuse aujourd'hui, finalement, d'avoir été à un moment un peu, pas forcément dans ma zone de confort, mais d'avoir pris ce risque de l'entrepreneuriat. Alors que finalement, je pense que j'étais un peu conditionnée pour avoir plutôt peur. Et la manière pour moi de boucler cette boucle, c'est que lorsque j'étais en charge du digital et de l'entrepreneuriat dans la fonction publique et au gouvernement, j'ai vraiment essayé de travailler sur cette notion de peur de l'échec, de prise de risque, parce que c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on a un vrai problème avec la prise de risque, que l'échec est mal vu, que on est un peu marqué par un échec entrepreneurial. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet qui n'est pas évident parce qu'on ne peut pas légiférer dessus, on ne peut pas décréter que les choses vont changer. C'est une question de culture, d'habitus, d'éducation. Et donc finalement, je suis assez contente d'avoir d'une certaine façon démontré qu'on pouvait essayer de sauter par-dessus des barrières qui nous paraissent insurmontables. Donc voilà, désolée, c'était un petit peu de l'autopromotion, mais je suis très fière de voir que l'écosystème français se développe. Je regardais les chiffres tout à l'heure de la présentation de la BPI, je trouve ça formidable, ce qui a été accompli en une dizaine d'années. Je trouve que la France a un écosystème formidable, qu'on a des entrepreneurs formidables, et donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir célébrer avec vous ce succès et de penser à l'avenir. Merci. Fleur, merci. Donc maintenant, on va traverser l'Atlantique avec Harley Miller. Donc Harley Miller qui ne peut pas être présent parmi nous, mais qui a enregistré une vidéo de son intervention. Pour le présenter, donc c'est quelqu'un qui est très dynamique, puisqu'à 34 ans, il a déjà créé 2 startups. Il a passé 10 ans chez Insight et il a récemment fondé sa société de gestion, Left Lane Capital. Donc c'est parti, on regarde la vidéo ensemble. Hi there, everyone. My name is Harley Miller. I'm the founder and managing partner of Left Lane Capital, based in New York City. And we are a growth equity technology investor focused exclusively on internet consumer technology in the Western markets, predominantly speaking. I wanted to take the opportunity today to give you a sense of my journey, my evolution in this industry, and ultimately what led me to go out on my own to form Left Lane with my partners. So my story starts, I've been a career venture capitalist, which I think is an increasingly rare thing, and definitely was a more rare thing when I was coming out of university. So I graduated from the Wharton School of Business in Philadelphia at the University of Pennsylvania in 2011. And my venture career started at Insight Partners a decade ago in 2010, where I started as an analyst and kind of climbed up the ranks, if you will. Growing up at a firm like Insight, which is, I think, truly the most highly regarded place that one could ever start their career in this industry, was a huge blessing. I think they really pioneered the concept of a few things: outbound sourcing, having an institutionalized analyst program where you hire talented, ambitious young men and women directly out of university and kind of breed them to be career venture capitalists. And so I grew up like that. This was always, in my eyes, a foregone conclusion that would leave and start a fund and a franchise one day. And the way that I always valued and truly admired the specialization and focus that I think Insight really championed and pioneered around the enterprise software asset class, specifically enterprise software SaaS investing, I felt there was an opportunity to cultivate a similar level of domain authority and build an institution that was really known for something. I think consumer and internet technology tends to be a bit of an afterthought for most funds. Most funds are sort of generalists, or they are, much like my previous employer, enterprise software focused. And so that was the ambition, it was the goal, to be the foremost thought leader in this kind of burgeoning internet consumer technology space. There's been many
sort of incarnations of internet consumer stemming back in more of the internet consumer web 1.0 that were challenging. I don't think that the market was ready for those types of solutions. And I think that that has scared a lot of institutional funds that have more focused on enterprise away from the consumer sector. And it felt like every time we talked with founders, they were really appreciative of our level of understanding, the way we could break down their businesses and analyze them, and asking very specific questions, having the relevant benchmarks, and really kind of speaking their language, if you will. It felt like there was a real shortage of institutional knowledge around the consumer technology asset class within our broader peer group. And I think that was always the motivation and continues to be the motivation around Left Lane. And so officially we left last year at the end of the summer and started fundraising after the summer is over. We are concluding our fund right now. And so we're officially done with fundraising here. As we think about the future for Left Lane, to us, it's really being known for something and defining something. I think we want to be regarded as the most formidable internet consumer technology investor when entrepreneurs and their earlier stage investors think about who do we want to have on our cap table and who do we want to have as a partner. We want Left Lane to be top of mind. I think that has shined through over the track record over the last decade and the first handful of investments that we've made thus far in our first fund. I think one approach that we will always do is we will continue to have a very strong outbound sourcing motion. We do not wait for deals to come to us. We proactively go out there and try to find opportunities that are maybe not explicitly fundraising. And I think that level of proactivity is key because deals aren't just going to come to you, or by the time they come to you, a lot of different people are looking at them. We pride ourselves on comprehension and speed of diligence, right? And those two things do not need to be a trade-off. We're somewhat disheartened with the state of our industry at this point around the diligence, frankly, or lack thereof, of analytical rigor that goes into a process before someone's going to ultimately partner and write a check. We pride ourselves on extremely deep diligence, right? And usually that is something that we can accomplish in a very fast, expedited time frame. It does not require dozens of back and forth cuts or distractions through entrepreneurs or founders or operators. I think we're able to do that in a far more graceful way. At the end of the day, credit is better given than taken. And so I'd rather our entrepreneurs speak to our behalf on that. And I think we want to be viewed as ad hoc part-time co-founders and a real thought partner and sounding board for entrepreneurs. And we really care about our reputation and that ecosystem. And so it's not just the entrepreneurs that we're privileged enough to work with, it's all the entrepreneurs that we speak with. So much of this industry right now is having conversations and then venture capitalists fade into the background and never provide feedback. I think we always try to nurture our network. If it's not a fit for us because it's too early or it's outside of our scope, we try to proactively pass those deals along to our partner VC network, which is not a half a dozen or a dozen firms. It's hundreds of firms across every ecosystem, from Vancouver to Vienna, Austria to Israel, and everything in between. And I think we fundamentally believe in the values of reciprocity in this concept of paying it forward, and that will ultimately be fruitful and lucrative for us in the future. We want to build an institution where our associates can someday become partners, where this is a single source and stop for someone in their professional ambitions in their career. We don't believe fundamentally in a 2-year up and out program for our junior people or our mid-level people. We want to cultivate them professionally and allow for that upward mobility in building their careers. And last but not least, we want to make a mark. We're privileged enough to work with bright-eyed entrepreneurs who are transforming their industries or taking an industry that's been historically offline to online or fundamentally disrupting it. And that's ultimately what gets us excited to come to work every day. And for us, I think our professional ambitions is synonymous with our personal ambitions. This is not a job, better said. To us, this is our way of life and our purpose. And I think when you have that, it makes working 14, 15-hour days not feel like a burden, but an opportunity. And we want to indoctrinate that culture into the Left Lane ethos and philosophy. And the fund sizes will continue to grow. We have no doubt about that, but we want to stay core to what we are. We are not pre-IPO or late stage investors. I think we
we characterize ourselves on being at the juxtaposition of venture capital and growth equity. And so we try to go as early as we can while being responsible, making sure we're always investing on the right side of product market fit, companies that have real traction. And even as our fund sizes very likely will grow in subsequent vintages, it's never departing from that core mission. Maybe it's doing more of it. Maybe it's being able to position build and continue to back your winners longer. But it's never pretending to be something that we are not. And that's ultimately where we get most excited, where we think we're most relevant and can have the largest impact is at that sort of inflection point for companies. And so it's the early days for Left Lane here, but we have high hopes and ambitions for what we're going to achieve. And while it's been a very challenging year for the industry in many ways, it's been eye-opening. And I think it's forced us to get really smart about our approach. And we feel very confident in our abilities to navigate the marketplace in the years forthcoming and to ultimately build an institution that can withstand the test of time and that will have longevity, frankly, even above and beyond my being there or the other partners. I expect to work for the next several decades, don't get me wrong, but ultimately want to do something and build something that's formidable, that withstands the test of time, and that will leave a mark on this industry. Thank you so much for your time and for the BPI network and their constituents for the support. And it's an honor and a pleasure. Alors, on a vu des dirigeants de sociétés de gestion et on va voir maintenant des dirigeants dans le domaine de la santé et qui ont comme autre point commun d'avoir pu être entrepreneurs grâce à des fonds d'investissement. Donc Anaïs, vous êtes une jeune start-upeuse. Vous avez créé donc Damé Médical, qui est spécialisée dans les diagnostics de cancer de la peau. Jacques, vous êtes président d'une belle PME, BCF Life Sciences, qui produit des acides aminés pour la pharma et pour la nutrition. Alors Jacques, vous étiez auparavant, vous occupiez des fonctions, la responsabilité dans un grand groupe, et puis vous avez décidé à un moment donné avec un associé de partir en quête d'une entreprise à racheter. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette démarche qui a été longue, mais sur laquelle vous avez fait preuve de persévérance? Alors moi je l'ai fait à 45 ans, donc il n'est pas interdit de le faire plus tôt. Hein. Anaïs en est un parfait exemple. En fait, oui, on était au bord d'une très belle entreprise française avec mon associé Renaud, et on a décidé de quitter l'entreprise ensemble le même jour. Et on n'est évidemment pas parti fâché avec l'entreprise en question, pour avoir notre entreprise. Donc on a lâché les deux mains et on a fait le parcours de candidat à la reprise, où vous avez votre SAS, c'est vous, hein. Il faut aller convaincre. On a cherché une entreprise pendant 14 mois. On a fait, je pense, plus de 400 rendez-vous en 14 mois. On a regardé 15 dossiers. On a perdu un dossier en finale. Et puis finalement, on a repris BCF Life Sciences, dont on a acquis la majorité depuis 2 ans. Et c'est le fonds MBO & Co qui nous accompagne maintenant. D'accord. Alors que, comme le disait Jacques, vous, Anaïs, par contre, ça s'est fait très vite. Donc vous êtes tombé très tôt dans l'entrepreneuriat. C'était une évidence tout de suite? Oui, ça a été un peu une évidence. C'est quelque chose que je cherchais au cours de mes études d'ingénieur puis de commerce. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2013 un chercheur. Et je me suis lancée dans l'aventure Damé Médical, qui est en fait une spin-off de la recherche publique française. Plus spécifiquement d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Charles Fabry de Palaiseau, qui est une unité mixte de recherche entre l'Institut d'optique, l'Université Paris-Saclay et le CNRS. Et donc, depuis 6 ans maintenant, on a passé beaucoup de succès, à la fois techniques et cliniques. En 2017, on a eu la chance d'accueillir au capital les fonds de Kurma Partners, de Paris-Saclay Seed Fund et Idinvest. Et depuis l'été 2020, on a obtenu le marquage CE de notre dispositif médical qui s'appelle Deep Live et qui permet des biopsies optiques de la peau pour permettre justement des prises en charge beaucoup plus performantes et moins invasives des cancers de la peau. D'accord. Et justement, vous évoquez des fonds d'investissement avec lesquels vous êtes en contact, partenaires. Comment s'est fait cette mise en contact? Est-ce que pour vous, ça a aussi été tout de suite un réflexe ou est-ce que ça fait l'objet d'une réflexion? Racontez-nous. Ça a fait l'objet d'une réflexion. Je pense qu'en sortant d'école, j'avais plutôt en tête toutes les bonnes pratiques et les mises en garde d'autres entrepreneurs, mais je n'avais pas forcément l'idée en tête de la vie post-levée de fonds. Et du coup, j'étais plutôt réticente à l'idée d'aller voir ces fonds d'investissement. Et en pratique, j'ai été très agréablement surprise, aussi bien de l'apport financier, mais aussi extra-financier, tout au long de la durée de l'investissement, qui a permis une croissance bien plus grande que celle qu'on attendait avant d'aller voir des fonds. Donc c'est extrêmement positif.
Et même maintenant, je me suis donné moi-même comme bonne pratique de partager ce retour d'expérience et de partager cette transmission aussi bien à des jeunes chercheurs qu'à des jeunes étudiants qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que vous pensez que c'est important, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous aurez préféré avoir davantage, c'est-à-dire d'informations sur ce qui se passe pendant, sur la relation avec les fonds d'investissement, c'est ça? Oui, exactement, montrer un cercle vertueux sur la durée d'une relation entre des fonds d'investissement, des entrepreneurs, pour justement avoir envie d'aller voir des fonds d'investissement et voir ça comme une source de croissance financière, mais au-delà aussi des aspects financiers. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui au jour le jour grâce au conseil d'administration et notamment grâce à Kurma Partners. D'accord. Et vous, Jacques, donc vous me disiez que finalement c'était grâce au fonds que vous êtes devenu entrepreneur, Oui. et que vous auriez préféré que ça se fasse plus tôt. Oui, forcément, mais c'est comme ça. Mais la première chose, oui, c'est qu'un fonds permet à des gens sans fortune particulière de réaliser leur rêve qui est d'avoir leur propre entreprise. Donc ça, c'est bien grâce à un fonds qu'on arrive à le faire. Ensuite, je trouve que dans les fonds, c'est notre 3e LBO maintenant. Je trouve que ça amène, dans les choses en tout cas que je retiens, ça amène la culture de résultat. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on aime bien la compétition. Et donc, ça met l'entreprise dans une tension positive. Ça, c'est le rôle des dirigeants, de transformer la tension dans une énergie positive. La deuxième chose, c'est la stratégie. Quand on travaille avec des fonds, on doit resserrer sa stratégie. On doit l'écrire, on doit la challenger, et on doit être obsédé par l'idée de différenciation. Parce que c'est ça que les gens achètent. C'est ce que vos clients achètent et c'est ce que vos investisseurs achètent chez vous. Et pour prendre un autre exemple, la RSE par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Nous, c'est une démarche qu'on a faite depuis 12 à 18 mois, donc assez récente. Et la pression de la RSE, elle vient des clients et elle vient aussi des fonds. Et je pense que ça, c'est vertueux aussi, d'amener les dirigeants à se dire quelle est la contribution de mon entreprise à mes salariés, à mon écosystème. Qu'est-ce qui donne du sens à ce que je fais en tant qu'entreprise et au travail des salariés au quotidien aussi. Et en parlant de sens, on avait également Raphaël tout à l'heure qui nous parlait justement du sens collectif qui faisait la singularité de Jetto. Et vous, finalement, cet aspect collectif, vous le concrétisez jusqu'au bout puisque vous partagez l'entrepreneuriat, y compris avec vos salariés. Oui, alors on a mis en place un actionnariat salarié en mai 2019. On l'a vraiment fait avec MBO & Co. L'idée, elle est simple, elle est de dire on crée de la valeur, on se développe. Il faut qu'on crée de la valeur partagée. Aussi parce que c'est un levier de performance économique pour l'entreprise. Donc on a décidé de faire une chose très simple, c'est on a ouvert le capital de l'entreprise en créant un FCPE qui a été nourri par le versement de la participation et de l'intéressement des salariés. Il y a 4% des PME en France qui le font. Le capital, c'est encore un peu trop la vache sacrée encore, quand on est une PME. Et on a 80% des salariés qui ont investi dans l'entreprise. Et ça a été, c'est peut-être au-delà de la croissance de l'entreprise, c'est peut-être le résultat dont on est le plus fier en tout cas, avec mon associé. Et je pense que ce n'est pas étranger à la manière dont on a traversé la crise Covid-19, avec de la croissance et un tout niveau d'engagement des salariés fantastique. Et ça se passe bien avec vos salariés? Très bien. Jusqu'à maintenant. Donc on espère que ça va servir de modèle, Oui. que ça va inspirer beaucoup de monde. Pour vous, Anaïs, cette dimension collective, elle est importante aussi, parce que j'ai remarqué que souvent quand on échangeait, vous disiez rarement je, mais souvent nous, pour caractériser Damae. Oui, c'est essentiel dans une deep tech, d'autant plus dans une medtech. Notre équipe est constituée d'experts en tout sujet, que ce soit de la photonique, des études cliniques, de l'intelligence artificielle et aussi l'aspect financier. Donc je pense aussi que le rôle des dirigeants, c'est de créer ces synergies entre les différents experts, de faire en sorte qu'ils collaborent ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de créer chez Damae Medical. Et je suis personnellement très reconnaissante de la qualité aussi bien des gens de l'équipe qui s'accompagnent, qui nous accompagnent et qui ont rejoint l'équipe aussi. Et puis aussi bien sûr des investisseurs. D'accord. Donc si on résume cette approche collective, l'apport des fonds d'investissement qui vous ont aidé à franchir des étapes, mais pour l'un un peu plus tard que ce que vous auriez souhaité, et puis pour vous en tout cas des questionnements et puis des réflexions qui montrent que finalement on est dans un milieu où il faut qu'on communique davantage sur ce qui se passe avant et après, c'est-à-dire entre le premier tour de table et la sortie, pour que les dirigeants soient davantage sensibilisés, même s'il y a des démarches, il faut les accélérer. Et il nous reste alors un peu moins d'une minute par rapport aux enjeux RSE que vous évoquez. Je sais qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, Jacques. Donc c'est notamment l'impact dans les territoires. Oui.
En fait, pour aller vite, parce qu'on a très peu de temps, on a mis en place un indicateur dans notre entreprise qui est en fait le pourcentage d'allocation de nos investissements industriels. On investit 10% de notre chiffre d'affaires par an, on investit beaucoup. Et on veut mesurer l'allocation de ces investissements aux entreprises du territoire, en l'occurrence en Bretagne et par extension aux entreprises françaises. Donc on se donne comme obligation, comme filtre dans nos décisions d'investissement, que nos investissements profitent au territoire. L'industrie, quand l'industrie crée un emploi, c'est 3 emplois induits. Donc si on veut réindustrialiser les territoires ou les revitaliser, ça passe par là, ça passe par la volonté des dirigeants et aussi par l'accompagnement des fonds sur ces sujets-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc on a vu différents entrepreneurs qui nous ont présenté leur vision. Il y a des choses récurrentes qu'on a vues, hein, c'est l'approche collective, la singularité, la diversité et surtout cette nécessité de la jouer collectif, parce que c'est en la jouant collectif que notre société pourra faire face aux différents enjeux qui vont se présenter devant elle, notamment les sujets climatiques. Alors sur ces sujets, on va accueillir 2 personnes qui sont chefs de file. Donc Sophia Schmich, fondatrice de Futur Positive Capital, qui a créé un fonds dédié aux nouvelles technologies qui ont un impact positif sur la société et sur le climat. Et Dominique Gaillard, président de France Invest, qui porte haut et fort, association qui porte haut et fort le message que les fonds ont un rôle essentiel à jouer par rapport aux enjeux climatiques. Je vous passe la main.